Il est temps de rendre votre programme plus intelligent. Maintenant que nous avons vu plusieurs opérations booléennes qui nous permettent de déterminer si quelque chose est vrai ou faux, nous allons pouvoir les utiliser pour dicter à Python ce qu'il doit faire sous certaines conditions. Les conditions en Python se font comme dans la plupart des autres langages, en utilisant la construction if, else. If et else sont des mots-clés qui en anglais veulent dire si et sinon. Cela s'écrit ainsi, if, et ensuite on donne le résultat d'une condition. Le résultat d'une condition sera généralement true ou false. Le if va conditionner l'exécution de ce qu'il y a en dessous. Regardez ici ce que fait l'interpréteur. En ayant tapé if, true et deux points, le deux points est important, vous allez l'oublier régulièrement et vous aurez régulièrement des syntaxes erreurs dans le futur. Donc regardez votre code à chaque fois que vous écrivez une condition, il doit se terminer par deux points. Ensuite, voyez que l'interpréteur change le prompt légèrement. C'est pour vous dire que l'instruction n'est pas terminée. Après un if, nous allons rajouter 4 espaces. C'est ce qu'on appelle une indentation. L'indentation est un espacement visuel que l'on donne au code pour dire « Ok, cette partie du code est complètement dépendante du code plus haut ». Cela permet visuellement d'identifier des bouts de code que l'on appelle des blocs qui sont interdépendants les uns des autres. Ici, le bloc que nous allons exécuter, qui va dire print vrai, ne se lancera que si on rentre dans la condition if, c'est-à-dire si notre condition est vraie. Ici, comme la condition est true, c'est vrai, et nous allons donc avoir print vrai qui va s'afficher. A l'inverse, si j'avais mis false ici, rien ne s'affichera. Bien entendu, dans un réel programme, vous n'aurez pas directement true et false, vous aurez une condition. Par exemple, supposons que j'ai le prix d'un objet. Admettons que j'ai un prix de 30 € et que je pose la question à mon utilisateur int input combien avez-vous d'argent? Notez ici que nous avons la fonction input qui va poser comme d'habitude la question à l'utilisateur et attendre sa réponse. Comme vous le savez, la question arrive sous forme de paramètre par ici et la réponse ressort sous forme de valeur de retour par ici. Aussi, si j'utilise int directement dessus, au lieu de l'utiliser après comme j'avais fait dans les exemples précédents, la valeur de sortie de input devient la valeur d'entrée de int. De ce fait, on peut chaîner les fonctions et s'assurer que la valeur d'input sera automatiquement un entier et on peut s'assurer ainsi que argent sera tout de même un entier, même si input retourne une chaîne de caractères. J'appuie sur Entrée, on va demander combien j'ai d'argent. Je vais répondre 40 €. J'appuie sur Entrée. Argent est donc un entier qui est égal à 40. Je peux faire if prix inférieur à argent. Dans ce cas-là, 1, 2, 3, 4, print. Vous pouvez acheter. Je vais changer les quotes, sinon mon apostrophe ne passera pas. L'objet. Voilà. Si en revanche le prix avait été de 50, alors je ne rentrerai pas dans la condition. Puisque mon prix de 50 n'est pas inférieur à l'argent, cette expression retournera false, et ainsi je n'aurai jamais ce bloc qui s'exécutera, puisqu'on ne rentrera pas dans le if. Vous voyez, il ne s'affiche pas. La raison pour laquelle il ne s'affiche pas est tout simplement que si je fais cela, cela me retourne false, maintenant que prix est égal à 50. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas juste if, il y a aussi else, c'est-à-dire sinon. C'est la deuxième phase de la pièce. C'est pour dire à Python, fais ceci dans ce cas, et sinon, si ce cas ne s'est pas présenté, fais autre chose. Reprenons mon cas de l'argent. Je rentre ici, et je sais qu'il est possible qu'on ait moins d'argent que le prix demandé. Dans ce cas-là, je note else. Notez que else n'est pas décalé de 4 espaces. Je mets 2 points. Je fais Entrée.
Et là, je mets de nouveau 4 espaces afin de bien dire que ce bloc concerne else. Je vais faire un print et dire « Vous ne pouvez pas acheter cet objet ». Et c'est « Vous ne pouvez pas acheter cet objet » qui s'affiche, puisqu'on rentre dans le else dans le cas où la condition ne s'est pas révélée être exacte. Voilà le principe des conditions. Il est possible d'avoir des conditions beaucoup plus complexes. Mettons par exemple que j'ai également un stock, et que dans mon stock, il y a 10 objets. Voilà. Je vais transformer ma condition, de telle sorte que, maintenant, je veux que mon prix soit inférieur à l'argent, et que le stock soit supérieur à 0. Avec mon « et », je m'assure que les deux conditions soient réunies. Là, je mets « vous pouvez acheter l'objet » et par exemple, je vais également diminuer mon stock d'une unité. Dans l'autre cas, je dis simplement « vous ne pouvez pas acheter cet objet ». Voilà. Le ou et le or vous permettent donc de chaîner de nombreuses conditions. Et voyez, ça se lit presque comme de l'anglais. If prix inférieur à argent and stock supérieur à 0, dans ce cas, fais cela. Sinon, fais ceci. Évidemment, dans un véritable programme, il est recommandé d'utiliser l'anglais pour les noms de variables. On aurait donc ici quelque chose comme if price, et ensuite ici nous aurions money, et ici nous aurions stock, puisque stock est le même mot en français et en anglais. Ici nous aurions carrément une phrase. If price lower than money and stock bigger than 0, then print you can buy the object and do stock -1. L'avantage de cela, c'est que si vous avez quelques notions d'anglais, vous pouvez presque déjà programmer en Python. Si vous n'en avez pas, rassurez-vous, il est tout à fait possible de coder en Python en ayant des notions d'anglais très mineures. Google Traduction de nos jours fait des miracles. Reprenons notre prix et mettons-le à un petit prix inférieur, de telle sorte que nous nous assurons que nous rentrons dans cette condition. Ici, nous rentrons bel et bien dans ce bloc-ci, ce qui signifie que ces deux instructions ont été exécutées, le print et le stock -1. De fait, la variable stock pointe maintenant vers l'objet 9, cet objet qui était avant, cette étiquette pointait avant vers l'objet 10, et on a créé un nouvel objet, ici, qui avait une valeur moindre, puisque nous sommes rentrés dans ce bloc. Enfin, il existe une dernière instruction, elif, qui vous permet de tester des conditions supplémentaires entre le if et le else. Elif s'insère elif est le raccourci pour else if. Il s'insère entre le if et le else, et il s'écrit à peu près comme un if, mais doit toujours être placé après un if. If, false, print, faux, elif, true, print, condition alternative, voilà, else, le else n'étant pas obligatoire, sinon. Ici, nous rentrons dans ce bloc-ci. Elif ne s'active que si les blocs précédents étaient faux et que la condition du bloc elif est vraie. Elif n'est donc pas comme else. Else n'a absolument aucune condition et est toujours vide. Elif, lui, doit avoir une condition qui peut tout aussi bien être aussi complexe que celle qui était précédemment mise dans if. Notez bien qu'il y a 2 points à chaque fois ici et qu'il y a une indentation de 4 espaces ici. Vous noterez aussi qu'il n'y a pas d'espace avant le 2 points. Ce n'est pas une nécessité. Il pourrait y avoir un espace ici et il pourrait y avoir moins d'espace là si on le voulait. Néanmoins, il existe une convention pour écrire du code Python appelée le PEP8. Elle est assez utilisée dans toute la communauté Python et si vous l'appliquez consciencieusement, d'autres personnes utilisant la même convention vont se trouver très à l'aise sur votre code. Alternativement, une fois que vous serez habitué à cette convention, quand vous travaillerez avec d'autres personnes en équipe, vous serez naturellement à l'aise avec leur base de code qui respectera cette même convention. Aussi, pendant toute cette formation,
j'essaierai de vous montrer du code qui respecte la convention dite du PEP 8. Vous pouvez néanmoins vous-même aller chercher cette convention sur Internet en tapant PEP 8 et en la lisant sur Internet. Elle est en anglais et assez longue. Pour cette raison, durant toute la formation, nous vous en ferons des résumés. Les notions les plus importantes actuelles sont de mettre 4 espaces ici pour délimiter les blocs et pas d'espace avant les 2 points. Pas d'espace non plus ici entre les parenthèses. Ce n'est pas nécessaire. En revanche, vous voyez qu'ici nous avons mis un espace, un espace, un espace et un espace. Ce n'est pas un hasard. Bien que le code marcherait si ces espaces n'étaient pas là, en effet, on peut tout à fait faire 1 plus 1, et bien que certains codes l'utilisent, nous allons essayer d'aérer au maximum notre code. Souvenez-vous, on lit toujours beaucoup plus souvent le code qu'on ne l'écrit, et Python a été orienté pour faciliter la lisibilité. Histoire de rendre tout ceci bien plus concret, nous allons maintenant passer à un exercice.